Bienvenue dans ce Parole de financier. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Maître Renaud Verstraete, notaire à Bruxelles sur la commune d'Oderghem. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Moi, plaisir. je souhaitais aujourd'hui aborder avec vous la question des successions. Et ma première question est assez simple. Toute succession doit-elle être gérée par un notaire? Alors, la réponse est non. Une succession, il faut savoir que dans un dossier de succession, la mission du notaire, elle est essentiellement double. D'une part, la rédaction de la déclaration de succession et le dépôt au bureau des successions afin que l'administration fiscale puisse percevoir la taxe des successions, qu'on appelle les droits de succession. La deuxième mission du notaire, c'est l'établissement de ce qu'on appelle le certificat d'hérédité, c'est-à-dire un document à destination des banques pour que les banquiers puissent libérer les avoirs bancaires sans engager leur responsabilité, qu'ils sachent en d'autres termes qui sont les héritiers. Ces deux documents, la déclaration de succession et le certificat d'hérédité, peuvent en principe être librement faits par le citoyen. La seule chose, c'est que c'est assez technique. Et donc, on conseille bien sûr le recours à un professionnel pour la rédaction de la déclaration de succession. Pour le certificat d'hérédité, on conseille éventuellement de se rendre au bureau des successions, donc à l'État, à l'administration fiscale, qui peut faire le certificat d'hérédité à partir du moment où c'est un certificat d'hérédité simple. S'il est complexe, il faut alors recourir par un notaire. Bon, ça me semble en effet assez technique. Une autre question, vous parliez des droits de succession. À combien s'élèvent les droits de succession aujourd'hui? Alors, bon, j'imagine qu'on va parler d'une moyenne parce que je crois que les taux vont être différents en fonction du lien de parenté, en fonction des régions. C'est assez complexe. Comment est-ce qu'on pourrait définir ça de manière simple, si possible? Alors, ils sont en effet par région et en fonction du lien de parenté. Pour faire simple, les droits de succession se font par tranches, et sont exponentiels. Donc, au plus vous héritez et au moins vous avez planifié votre succession, au plus vous allez payer de droits de succession. Pour faire simple, à Bruxelles, dans une relation parent-enfant, les droits de succession commencent à 3% et vont jusqu'à 30%. Sur la première tranche de 50 000 euros, je payerai 3%, et puis sur des tranches successives, je vais payer un taux allant de 3 à 30%. Simplement dans la relation parent-enfant, pour avoir une petite idée, au-dessus de 250 000 euros hérités par enfant et par parent, on est dans un taux d'imposition de 24%. Au-dessus de 500 000, on est dans un taux d'imposition de 30%. Ça, c'est le relationnel parent-enfant. Oui. Bien sûr, ça devient nettement plus important quand on s'écarte. Et donc, imaginons qu'une personne veut gratifier un de ses amis et faire un testament en faveur d'un de ses amis, le taux de taxation va monter jusqu'à 80% à Bruxelles. Ah oui, ce qui est quand même assez conséquent. C'est très conséquent. Justement, on voit que ce taux est fort différent. Donc, selon le lien de parenté, ça a quand même une grosse incidence. J'ai entendu parler du fait de léguer une partie à une association, que ça pourrait être financièrement intéressant. Et alors, à qui est-ce que ça s'adresse exactement et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, il faut nuancer le propos. C'est ce qu'on appelle un legs en duo en droit. Et le mécanisme, c'est quoi? C'est de dire, je vais léguer l'intégralité de mon patrimoine à une ASBL ou une fondation de mon choix, à charge pour cette association de rétrocéder une partie, 40-45%, net de tout droit de succession à des proches. En fait, l'histoire, c'est que les ASBL sont faiblement taxés et donc on va faire bénéficier les proches de la taxation faible des ASBL. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse uniquement à des gens qui n'ont pas d'enfants et donc qui souhaitent léguer à des amis ou des frères et sœurs, des neveux et nièces, où la taxation est très importante. Et ça permet donc de réduire cette taxation qui, au bout du compte, sera de l'ordre de 50-55% de taxation. Et donc, on aura des proches qui vont recueillir de l'ordre de 45 à 50% net du patrimoine. Alors, quand je dis qu'il faut nuancer le propos, c'est parce qu'il y a une modification législative très récente en région flamande et qui va rentrer en vigueur le 1er juillet 2021, où le fisc flamand, on sait que le fisc flamand est toujours en avance sur le fisc wallon et bruxellois, mais que bien souvent le fisc wallon et bruxellois finit par se calquer sur l'attitude du fisc flamand, et le fisc flamand dit
eh bien, je souhaite contrer ce type de mécanisme. Et donc, ils ont adopté une législation qui ne l'interdit pas, qui autorise toujours le legs en duo, mais qui ne le rend absolument plus intéressant. Et donc, le legs en duo qu'on a énormément pratiqué, eh bien, est amené dans les années qui viennent directement en Flandre et probablement à Bruxelles et en Wallonie dans les années qui viennent à diminuer d'intérêt. Ce qui, quelque part, n'est pas bon pour les associations qui profitaient également de c'était une belle opportunité pour eux. Alors, c'est ça toute la difficulté du débat, hein, c'est que le fisc flamand a osé quelque part intervenir dans le domaine de la philanthropie, hein, ce qui est toujours assez sensible. Mais il est clair que le legs en duo était un apport sensible de finances pour les associations philanthropiques et que donc elles verront une part de leur revenu diminuer, ça c'est certain. Ouais. Est-ce qu'il y a, justement, on parlait d'optimisation, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'optimiser une succession et quels sont les montages financiers les plus courants pour une succession réussie? Alors, je vois directement 3 pistes de réflexion pour planifier sa succession. Donc, il est évident qu'il est intéressant de planifier sa succession pour diminuer les droits de succession. Ça, c'est clair. Maintenant, quand on planifie sa succession, bien souvent, on va entreprendre certaines démarches qui peuvent avoir des conséquences dans l'immédiat sur son patrimoine. Au plus ces conséquences sont contraignantes pour la personne qui planifie, au plus il y aura un gain fiscal. Alors, je m'explique, il y a 3 voies d'intervention les plus courantes. C'est 1, les donations, 2, les testaments, 3, les régimes matrimoniaux, ce qu'on appelle les contrats de mariage. Alors, la donation, les donations, il faut distinguer 2 types de donations et de nouveau, tout ça se distingue d'une région à une autre, mais il faut essentiellement distinguer les donations immobilières, donc tout ce qui touche aux immeubles, maisons, appartements, terrains, garages, des donations mobilières. Par mobilière, on n'entend pas le mobilier, les meubles meublants, mais on entend tout ce qui n'est pas immeuble. Donc, une donation financière, par exemple, est une donation mobilière. Pour les donations immobilières, la taxation se fait également par tranche, mais le gros avantage, c'est que vous pouvez limiter votre donation et l'étaler dans le temps, ce qui permettra, donc imaginons que je donne par exemple 30% d'un immeuble pour arriver à une valeur de donation de 150 000 € et que je donne ça à mon enfant, eh bien, il y aura une taxation de 3% qui va s'opérer. Pour peu qu'après j'attende 3 ans, eh bien, je vais casser la progressivité de l'impôt des donations et je pourrai recommencer une donation immobilière, une tranche de donation immobilière au taux le plus bas. Résultat des courses, ce qui aurait potentiellement pu être taxé à 30% en droit de succession sera taxé à 3% en droit de donation. D'accord ? Ça, c'est pour les donations immobilières. Les donations financières, mobilières, financières, il y a un double choix possible. Je souhaite donner 50 000 € à mon enfant. Soit je fais ce qu'on appelle une donation indirecte, je vire 50 000 € sur le compte de mon enfant. Attention, ça doit être encadré par un professionnel, hein, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut respecter, un certain formalisme à respecter, mais je vire 50 000 € sur le compte de mon enfant, c'est tout à fait légal. C'est une donation qui n'est pas taxée. Pour peu que je vive pendant 3 ans, cette donation est acquise, il n'y aura plus jamais aucun droit de succession. Donc, si je choisis la voie de ne pas faire enregistrer ma donation financière, que je vis 3 ans, c'est gagné. Si par contre je décède dans les 3 ans, c'est ramené à la succession et mon enfant payera des droits de succession sur la somme en question. La deuxième alternative pour les donations financières, imaginons une personne gravement malade qui dit moi je crains fort de décéder dans les 3 ans, on peut à ce moment-là décider de payer une taxe immédiate sur la donation qui est dans la relation parent-enfant de 3% et j'ai à ce moment-là le luxe de pouvoir décéder quand je souhaite, ça ne sera plus jamais rapporté à la succession. J'aurais payé les 3% que j'aurais pu éviter si j'étais resté en vie pendant 3 ans, mais ça sort de toute succession et de nouveau, l'économie peut être de l'ordre de 27% si ça génère une taxation de 30% en droit de succession. Donc, tout ça, c'est le volet des donations. À côté de ça, vous avez le volet des testaments. Alors, quelle est l'idée du volet testament? Parents n'ont qu'un enfant unique. On aura 2 bases taxables dans le chef de l'enfant au décès des parents, une base taxable du papa vers l'enfant, une base taxable de la maman vers l'enfant.
Et donc, l'enfant va recueillir ça et va monter assez rapidement dans les tranches d'imposition. Si on fait un testament en disant ben, « je lègue à mon enfant, mais je lègue également une partie à mon petit-enfant, enfant de mon enfant », on va multiplier le nombre d'héritiers, on va donc multiplier le nombre de bases taxables et on va casser la progressivité de l'impôt fiscal, en ce sens que chacun de ces légataires va pouvoir bénéficier des petites tranches d'imposition. D'accord ? Alors, l'avantage fiscal est moindre que ou est souvent moindre que dans le cadre d'une donation. Pourquoi? Parce qu'une donation suppose un dessaisissement. Tout le monde connaît l'adage « donner, c'est donner, reprendre, c'est voler ». C'est tout à fait d'application. Donc, imaginons que je donne un immeuble, même si je garde l'usufruit, l'usage sur cet immeuble, je ne pourrai plus le vendre sans l'accord du gratifié. Par contre, un testament, tant que je suis capable, je peux modifier mon testament avant de décéder. Et vu qu'il y a ce confort de pouvoir encore le modifier, ben, l'avantage fiscal est moindre que dans le cadre d'une donation. Ceci étant, ça peut donner lieu à des très belles planifications successorales malgré tout. Alors, pardon, allez-y. La troisième piste de réflexion, c'est tout ce qui est contrat de mariage. Donc ça, c'est plus dans la relation de couple. Un vecteur assez fréquent de planification, ben, entre mari et femme, il n'y aura pas de droit de succession sur la part héritée dans le logement occupé par le couple. Et donc, bien souvent, on fait des planifications pour que le conjoint survivant puisse hériter de la totalité du logement du couple. Et donc, on dit aux enfants, bah, écoutez les enfants, au décès du premier des parents, vous ne percevrez rien, mais vous ne payerez pas de droit de succession. Ce qui permet au conjoint survivant de prendre la totalité du logement en payant 0 € de droit de succession. Et puis, si ce logement n'est plus adéquat, éventuellement de le vendre et de racheter cette fois-ci avec les enfants, en usufruit au nom du conjoint survivant et en nue propriété au nom des enfants, un autre immeuble. Tout ça aura généré 0% de taxes. Donc, on sera arrivé à un résultat très intéressant. Okay. Donc, il y a quand même des optimisations possibles, comme je l'entends. Alors, vous parliez du testament. Un testament, ça doit se préparer quand? Et une étude de notaire accueille-t-elle les clients pour des renseignements justement sur l'organisation d'une succession? J'imagine que oui. Pour établir le testament, et quel en est le coût? Alors, je dirais que pour toute planification successorale, il est indispensable de se faire encadrer par un professionnel. Nous, les notaires, nous sommes bien sûr bien placés pour conseiller, mais nous ne sommes pas les seuls. On pense à des banquiers spécialisés, on peut penser à des avocats spécialisés. Donc, toutes ces personnes-là sont là pour assister le citoyen. Il n'y a pas ce n'est pas une prérogative exclusive du notaire de faire un testament. Il faut savoir qu'il y a différents types de testaments. Un testament holographe est un testament qui est écrit à la main, et donc les personnes peuvent très bien le faire eux-mêmes. Je répète. La valeur légale, il faut qu'il soit holographe donc écrit à la main pour être légal. Elle est non contestée pour peu que chacun emploie individuellement son propre document, donc pas deux personnes qui font un testament sur le même document, qu'il est entièrement écrit à la main, qu'il est daté, qu'il est signé, pas d'inquiétude. Bon. Mais ceci étant, il vaut mieux se faire conseiller par un professionnel. Alors, si vous décidez de vous rendre chez un notaire, il faut savoir que les notaires sont rémunérés sur les actes et que le conseil chez le notaire est gratuit. D'accord ? Donc, vous pouvez très bien, et on vous invite à le faire, vous pouvez très bien passer la porte d'un notaire et aller soumettre vos inquiétudes, vos désirs. Le notaire vous conseillera, il ne vous comptera rien pour cette entrevue. Après, si vous décidez de réaliser un testament ou un autre acte, une donation ou que sais-je, ah oui, à ce moment-là, là, vous payerez les honoraires et les frais administratifs du dossier. Mais donc, on ne peut que conseiller aux gens de passer le cap et de franchir la porte de leur notaire. Bien sûr. Bien sûr. Alors, sur le coût d'un testament, chez moi, normalement, tous les notaires réclament des frais qui sont plus ou moins similaires, mais chez moi, un testament holographe tourne aux alentours de 200 €.
Il comprend la rédaction du testament, donc la rédaction du projet du testament, puisque je le répète, le client doit l'écrire lui-même, mais on l'installe dans une petite salle et il recopie son testament. Il comprend la conservation au coffre du notaire et il comprend l'inscription du testament dans ce qu'on appelle le CRT, la centrale des testaments, afin de s'assurer qu'il sorte son effet au moment du décès. D'accord. Donc, il y a une centrale de testament qui enregistre alors les... Oui, D'accord. tout à fait. Okay. Et qui est consulté par le notaire lorsqu'il traite un dossier de succession. Il consulte cette centrale et il verra immédiatement où se trouve un testament, s'il y a un testament chez un de ses confrères. Ah oui. Super. Mais, en tout cas, tout grand merci pour ces éclaircissements. C'est une belle matière complexe. Et, Avec plaisir. Maître Renaud Verstraete, je vous remercie pour votre intervention. Et je vous dis à Je bientôt. vous remercie de m'avoir donné la parole. Et donc, s'il faut retenir une chose de tout cela, c'est la nécessité de se renseigner auprès d'un professionnel du secteur. C'est vraiment important. Ça va? Merci. Voilà, Monsieur Barbet, je vous remercie. Bonne journée à vous.